Merci Xavier. Alors, comme, comme tu as parlé fort sérieusement auparavant, je le serai moins, mais précisons quand même les choses. Tu as décidé finalement que l'histoire constitutionnelle de l'accusé Morabito sera ou ne sera pas condamnée par l'histoire constitutionnelle future. Ou alors est-ce qu'on attend 18 heures? Non? Tout d'abord, donc, des remerciements très sincères à Droit et Changement Social qui nous accueille ici et qui nous permet de retrouver de vieux camarades. Je vois Goulven Boudik qui intervenait tout à l'heure, Romain Barrault pour ne citer qu'eux, et bien entendu ceux et celles dont le nom figure sur le programme et que je suis très très heureux de retrouver. Remerciements à Madame Martin qui nous a accompagnés, même si le train de Marcel Morabito a été supprimé, comme par hasard. Merci à Grégoire et à Xavier de nous avoir réunis, et à tout seigneur, tout honneur, puisqu'il en a eu l'initiative, merci spécialement à Grégoire. Parce que Grégoire nous a réussi à nous réunir, mais nous réunir n'était pas très difficile. Nous sommes des gens exquis, nous nous apprécions réciproquement, donc nous étions tous prêts à venir. Non, le vrai exploit, c'est d'avoir réussi à capturer Marcel Morabito, qui individu bien connu de nos services et très défavorablement, fait tous ses efforts depuis quelques années pour se dérober à toutes sortes d'hommages qui pourraient éventuellement le concerner de près ou de loin. Donc, bravo. Du coup, la question se pose de savoir s'il faut inclure Marcel Morabito dans les remerciements. C'est là qu'est la question. Alors là, la réponse est probablement oui, bien entendu, malgré tout, et même après l'ample propos qu'il a tenu tout à l'heure. Il faut sans doute y arriver. Et pour le coup, cela me forme une problématique toute désignée, que je traiterai en 3 parties, c'est dire si je suis perturbé aujourd'hui. La première, vous verrez que c'est un peu une auto-histoire nécessairement. La première partie sera celle qui traitera de savoir s'il est nécessaire pour réussir sa vie de rencontrer Marcel Morabito avant 50 ans. La deuxième partie, assez logiquement, est intitulée et portera sur la chose suivante. Si vous avez rencontré Marcel Morabito avant ou après 50 ans, pouvez-vous en demeurer indemne? Question entière, mais dont mon propre cas répond en partie. Et enfin, si vous n'êtes pas indemne à l'issue de la deuxième étape, est-il nécessaire de tuer Marcel Morabito pour survivre? Alors je ne le ferai pas, naturellement. Mais j'étais obligé, comme son élève, de marquer ici ma reconnaissance, en particulier parce que cela fait très exactement 30 ans que je suis tombé dans les rets de M. Morabito, ce qui m'a valu condamnation à 10 ans de thèse. Alors une partie de la condamnation m'est imputable car toute la durée ne la lui est pas, et que depuis 20 ans, au lieu de conquérir des mondes et de connaître un avenir radieux, je suis historien du droit. À quoi tient le destin? Alors, je le dis rapidement, mais je le dis quand même avec insistance. Je peux de m'être aussi bénévolant que Marcel Morabito pour un doctorant, toujours bienveillant, toujours plein de tact, protecteur, patient pendant 10 ans. Bravo. Qui ne m'a jamais forcé la main, sauf à la fin, parce qu'il fallait quand même soutenir à un moment donné, mais qui ne m'a jamais forcé la main sur le fond, m'a toujours écouté et m'a toujours soutenu lorsqu'il en était besoin. Je suis donc très très ennuyé car je n'ai pas de reproche fondamental à faire à Marcel Morabito. Et je suis même au contraire son débiteur intellectuel à des sommes absolument faramineuses et débiteur amical depuis cette même date. Alors je fais évidemment, comme César le professait en son temps, je ne paierai pas ma dette. Mais revenons sur l'histoire constitutionnelle dont tu as rappelé l'origine tout à l'heure, dont tu as rappelé le contexte, et je suis d'accord avec toi,
ce contexte est un contexte d'époque. On a cependant sans doute négligé une chose, c'est que dans l'importance même de ce travail, et dans ses effets, qui sont quand même des effets extrêmement importants, aussi bien sur le monde des juristes que sur le monde des historiens, car les historiens t'ont beaucoup lu, et ils te lisent encore beaucoup, c'est qu'il y a aussi une écriture très particulière, qui est une écriture extrêmement nette, ramassée, qui se dispense du brouillard, qui se dispense des développements inutiles, et qui va finalement assez droit à l'idée et permet de suivre avec beaucoup de facilité le raisonnement, un raisonnement qui apparaît lui-même clairement et qui par conséquent permet au lecteur de se positionner, c'est-à-dire de comprendre ce qui est développé et de se faire son idée. C'est une question absolument essentielle évidemment que l'écriture dans nos métiers, mais la qualité est suffisamment rare pour être soulignée et pour être soulignée comme participant à l'importance de ce bébé qui t'a échappé. Je n'ai finalement retrouvé un tel style, alors c'est pas le même, mais un style qui a une efficacité comparable qu'en lisant Grégoire par la suite, qui a aussi cette netteté de l'écriture et cette économie du verbe. Alors, je voudrais revenir dans un premier temps sur le contexte, parce que tu as défloré évidemment une partie de mon propos, ce que je ne te pardonnerai jamais. J'en fais dès maintenant la pétition. Revenir donc à la fois sur ton propos et sur ce que tu disais au début de ton intervention tout à l'heure. En 1991, en fait nous sommes 2 ans après le bicentenaire, en réalité, j'ai revisité ta bibliographie, 89 est une année sans pareille, en fait c'est le basculement. C'est-à-dire que tu n'écris que sur la période antérieure et au plus récent, plus journalistique, le XVe siècle, auparavant, mais en 1789, tu te mets à écrire de l'histoire constitutionnelle. Et tu commences par diriger le volume « La Révolution et les juristes à Rennes », dont une partie considérable de l'architecture repose en fait sur une prosopographie, c'est-à-dire pas fondamentalement sur du droit, mais sur une prosopographie. Et par ailleurs, tu livres un texte extrêmement ample, puisque c'est 90 pages de propos, ce qui justifie d'ailleurs que tu en sois le directeur. Il y a plusieurs autres contributions importantes, mais on est dans une configuration qui est un peu particulière, c'est-à-dire on n'est pas enfermé dans le droit, mais on est dans le rapport du droit et du social, c'est-à-dire du droit et du politique, ce qui justifie ensuite que l'histoire que tu écris est une histoire politique, enfin constitutionnelle et politique, une histoire dans son contexte. Rappelons qu'au moment du bicentenaire, en réalité le droit n'est pas au premier rang de la commémoration, loin s'en faut. Il y a évidemment toute une série de colloques dont certains sont très bons, mais qui sont ceux qui se déclenchent dans l'opportunité de la commémoration, et qu'en réalité, pour prendre l'histoire constitutionnelle au sérieux, il y a 2 personnages sur le marché des juristes, c'est Michel Tropper et toi. Car Michel Tropper, ça n'en a pas l'air, mais souvenez-vous que sa thèse porte sur la Constitution de 91, et lorsque vous reprenez ensuite les volumes qui réunissent ces contributions majeures dans la collection Léviathan, vous pourrez identifier que l'histoire est littéralement une obsession de Michel Tropper, alors même qu'il a la position qui est la position théorique qui est la sienne, qui est si particulière, et ce serait en quelque sorte spontanément décorrélé de l'histoire. En fait, l'histoire est au centre du travail de Michel Tropper, et l'autre proposition, consistant à prendre au sérieux donc l'histoire constitutionnelle, c'est Marcel Morabito qui l'a conduit d'une manière cohérente et qui soit employable par les lecteurs.
La question, par ailleurs, de la corrélation entre l'histoire politique de la Révolution et son histoire constitutionnelle, souvenez-vous, donne lieu à des débats qui sont extrêmement durs, alors, dont les premiers protagonistes sont justement Michel Tropper et François Furet, mais qui confrontent en 1992, dans les AESC, deux points de vue assez difficilement réconciliables, dont le second, qui est la réponse de Furet à Tropper, dont le second est en fait une déclaration de mépris assez peu élégante, qui par conséquent ne résout pas la question de quelle est la place de l'histoire constitutionnelle dans le mouvement révolutionnaire. Alors c'est aussi important parce que dans la proposition que tu fais dans ton manuel à ce moment-là, tu proposes, et c'est très clair, je l'ai repris, pardon, je fais une incise, à propos de ce que tu disais sur les différentes parties et la répartition entre les auteurs. Si vous prenez les premières éditions de... J'ai un collector. Et à l'époque, c'était mieux parce que j'avais une dédicace, alors que maintenant j'ai hommage de l'auteur. Je trouve qu'on a beaucoup perdu en qualité. Justement, donc, dans la proposition que tu fais, qui restaure, alors à ce moment-là, non, je pose, j'étais toujours dans mon incise, l'introduction de la première série des 5 premières éditions, en fait, n'introduit que toi. Il n'y a pas d'introduction de la partie de Bourmont. Il y a donc bien 2 livres en un. Vous reprendrez le texte, c'est très drôle. C'est-à-dire la dernière partie n'est littéralement pas introduite dans l'introduction. Acte manqué sans doute. Dans ces versions-là, sur 450 pages environ, la Révolution, c'est 150 pages. Donc c'est un tiers du concentré dont il s'agit. Et à l'intérieur de ces 150 pages, tu fais une proposition qui, dans le contexte du bicentenaire, du post-bicentenaire, des rapports entre Vauvel et Furet, et de la querelle entre Furet et Tropper, est importante, c'est que tu mets dans le même ensemble les 3 premières constitutions qui vont jusqu'en 95. Je dis 3 parce que j'inclus le projet girondin dans la mesure où il est achevé, en quelque sorte, et pas simplement ébauché. Et que, précisément, ce cycle-là, il casse, au fond, le cadre dans lequel on regarde à cette époque-là la Révolution, c'est-à-dire est-ce qu'on s'arrête en 91, 92, ou est-ce qu'on prend toute la Révolution, qui est toujours d'ailleurs l'une des lignes de partage profonde des historiens de la Révolution, alors qu'il y a d'autres façons de regarder la chose. Et je pense que là aussi, cette espèce de pas de côté a été une des clés et de la réception et de la lecture par les juristes d'une part, par les historiens d'autre part, de la proposition d'une histoire constitutionnelle et politique que faisait ton ouvrage, plus que tous les autres que tu as cités tout à l'heure. Je laisse le Malafos, qui est vraiment, effectivement, était déjà à l'époque très distancé, en quelque sorte, par l'évolution du marché et du propos. Mais me semble que l'un des caractères majeurs, c'était le fait qu'on pouvait, à partir du droit constitutionnel, à partir d'une histoire constitutionnelle, relire ou lire autrement l'histoire de la Révolution, en dépassant ou en composant finalement avec l'immense charge idéologique que supportait la question du bicentenaire et de la Révolution à ce moment-là. Ceux qui ne sont pas assez vieux ne s'en souviennent pas, mais un certain nombre de choses étaient extrêmement violentes. Et pour boucler la boucle, je me souviens aussi que peu après m'être fait enrôler comme doctorant de Marcel en 95, tu organisais avec Roger Dupuis le colloque 1795 pour une République sans révolution. Tu avais eu la grande gentillesse de m'inviter et de me faire participer. C'était plutôt facile parce que il y avait dans l'amphithéâtre, c'était l'Anjuinais,
Oui. À l'IEP, il n'y avait que les participants. Dont Michel Tropper. Dont Michel Tropper et dont une bonne partie de l'école furettienne survivante, qui s'est montrée d'une formidable violence avec Michel Tropper. C'est-à-dire que la question de 92, des deux articles, n'était pas réglée. Et il s'agissait de regagner par-dessus la victoire apparente de 92, une nouvelle victoire pour affirmer que la lecture de François Furet était la bonne lecture de la Révolution, lecture qui n'est pas une lecture constitutionnaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense que cette affaire de contexte est vraiment une affaire essentielle. Ensuite, comme on m'avait dit que c'était une table ronde, j'avais préparé des questions pour Marcel Morabito, éventuellement pour d'autres. Mais oui, tu vas remonter. Au fond, tu m'as toujours dit, et tu l'as répété, tu l'as encore répété à Naples, lorsque nous y étions la dernière fois, que pour toi le droit procédait essentiellement du rapport de force, ou le traduisait. C'est ça qu'il s'agit sans doute de préciser. Alors, je vois bien le patrimoine marxiste, en quelque sorte, qui conduit à ça. Je ne suis pas en train de t'accuser d'irrédentisme marxisme, et je ne pense pas que tu aies été affilié aux Brigades Rouges à un moment donné. C'est pas la question, c'est qu'on sort dans les années 80 d'une lourde structuration marxiste des sciences sociales, mais faire une histoire constitutionnelle en disant que la Constitution compte, pour moi, il y a quelque chose qui manque, en quelque sorte, à ma compréhension, dans l'enchaînement des choses. Parce que si la Constitution n'est que la traduction du rapport de force, ou son imposition, alors est-ce qu'une histoire constitutionnelle est simplement possible ? Puisque la Constitution, à partir de ce moment-là, où le constitutionnalisme ou le droit constitutionnel en pratique n'est plus qu'une forme de phénomène ou d'épiphénomène du rapport de force à l'œuvre. Or, il va falloir situer le droit entre une conception qui est une conception, au fond, du droit comme superstructure, et ce que tu fais dans une histoire constitutionnelle et politique, qui ne permet pas de réduire le droit à une simple superstructure, me semble-t-il. Alors pour moi, une partie de la réponse se trouve dans la conception d'un droit comme acte de langage. C'est une des possibilités, mais j'aimerais entendre en somme ton avis sur ce point, parce que ça reste pour moi un très vieil impensé, en fait, 30 ans d'impensé, quand même. Et je voudrais quand même devenir grand maintenant, quoi. Est-ce que tu veux répondre? Mais je peux répondre d'ici? Alors, non, bien. Mais vas-y, non, mais fais les questions, je répondrai ensuite. Alors, c'était déjà l'une des questions. L'autre, c'est celle c'est celle du rapport de ton point de vue, donc d'une histoire constitutionnelle et politique, à précisément ce que décrit finalement Tropper, qui est c'est la question inverse en fait. C'est celle de l'autopoïétique du droit, en particulier dans le contexte constitutionnel. L'idée de Michel Tropper, alors je parle avant la théorie de l'interprétation, consiste à dire, au fond, le droit a sa propre logique de production, et la manière dont il devient, c'est-à-dire s'applique en fait, est déjà contenue dans le texte. Même si ça n'a pas de rapport avec l'intention dans laquelle on a écrit le texte. L'usage qu'on fait du texte est déjà inscrit dans le texte. Bon. Mais ça conduit à l'époque Michel Tropper, et c'est l'un des objets de l'opposition de 92, à dire, en fait, pour comprendre le droit, en particulier constitutionnel, on ne peut pas faire confiance
aux témoignages des acteurs, aux intentions déclarées de ceux-ci, aux circonstances politiques, et donc à tout ce qui fait précisément le rapport construit que tu fais entre constitutionnel et politique. Donc c'est un problème donc de continuité. Ce sont mes deux questions principales.